l'accélération de Raka. Personne ne va le revoir. Libéré Tiraka. Et le nouvel essai. Le nouvel essai pour la SM Clermont-Auvergne. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'épisode 7 de la saison 3 d'ici à Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM, mais surtout du top 14, car il va être question du top 14 aujourd'hui, messieurs. Didier Cros, Arnaud Clerc, bonjour. Salut à tous, salut Manu. Bonjour Manu, bonjour à tous et à toutes. Alors c'est le grand bazar, va-t-on dire de manière polie, entre le conflit qui oppose la Ligue nationale de rugby à la fédération autour de la mise à disposition des internationaux pour les tests d'automne et les reports de matchs qui s'accumulent. Didier, c'est le flou le plus complet là actuellement. Oui, effectivement, comme l'animal qui est floqué sur le maillot, on a l'impression d'avoir des coqs qui se battent dans une basse-cour pour essayer d'être le plus fort et de prendre le dessus sur son concurrent direct, à savoir les coqs, ce sont d'un côté Bernard Laporte et de l'autre la Ligue nationale de rugby. Alors avant de te donner la parole, Arnaud, on va recontextualiser, essayer d'être le plus clair possible parce que la situation n'est pas forcément très simple. Alors pour rappel, World Rugby a décidé en raison de la pandémie qui frappe le monde d'élargir cette année la fenêtre internationale de 3 à 6 rencontres, ce qui concerne 7 semaines de match, puisqu'on rappelle que les Bleus doivent se réunir à Marcoussis dès lundi prochain, lundi 19 octobre, pour préparer le premier match de l'équipe de France. Donc ce sera face au Pays de Galles, un match amical qui aura lieu le 24 octobre. Ensuite, l'équipe de France affrontera l'Irlande le 31 octobre. C'est la rencontre qui n'a pas pu se disputer au printemps dernier dans le cadre du tournoi Destination. Et ensuite, les Bleus enchaîneront avec une nouvelle compétition, la Coupe d'automne des Nations, avec un France-Fidji le 15 novembre, puis un France-Écosse le 22 novembre, et enfin un France-Italie le 28 novembre. Et puis, puisqu'ils en mettent encore, il y aura un autre match dont l'affiche n'a pas encore été déterminée. Ce sera le week-end du 5-6 décembre. Donc habituellement, on le disait, il y avait 3 matchs. Cette fois, c'est 6. Et forcément, les clubs de top 14 ont fait un premier effort en décidant de libérer leurs joueurs pour 5 matchs, mais pas 6. Maintenant, ils commencent à dire qu'ils pourraient ne pas les libérer pour le rassemblement de la semaine prochaine à Marcoussis. Bernard Laporte est rentré dans la danse en menaçant aussi. Enfin, c'est le bazar complet là, Didier. Tout à fait, on a l'impression que les deux parties restent campées sur leur position et que ça va être très compliqué de trouver un compromis. Il faudra de toute façon quand même trouver un compromis parce que c'est pas possible autrement. C'est possible justement que dès la semaine prochaine, les internationaux ne soient pas libérés. Il y a certains présidents, le président de Toulon, le président de Lyon l'ont évoqué ce week-end, ils sont prêts aujourd'hui à ne pas libérer leurs joueurs pour rejoindre Marcoussis dimanche prochain. Ce à quoi Bernard Laporte a répondu ce week-end en disant que les joueurs qui ne seraient pas libérés pour jouer en équipe de France ne pourront pas jouer avec leur club en s'appuyant derrière une réglementation de World Rugby, encore une fois. Et hier, dimanche, 13 des 14 présidents de clubs ont écrit un courrier au président de la fédération pour pointer du doigt ces déclarations et cette menace qu'il juge pas correcte du tout. Le seul président, c'est Mouad Altrad, le président de Montpellier, qui ne s'est pas joint à ses petits camarades. On est là dans une phase où les uns et les autres font une bataille de communication. C'est à celui qui parlera le plus fort, dans le plus de médias, pour essayer d'attirer vers lui tous les regards et de faire pencher la balance de son côté. Il faut dire que dans ce combat, Bernard Laporte a gagné une victoire très importante la semaine dernière en remportant ce qui n'était pas forcément prévu, au regard des derniers sondages, son mandat à la présidence de la fédération. Il part regonflé de confiance et il part aussi avec une crédibilité sortie des suffrages. Donc il est plus fort. Ouais. Il est plus fort actuellement. Il y a un truc qui me fait doucement rigoler aussi quand même, c'est Bernard Laporte qui, après l'élection, sa première réaction après l'élection, c'est de dire je vais pratiquer la politique de la main tendue, on va discuter. Et le premier conflit qui arrive, c'est une guerre de communiqués. C'est aucunement la politique de la main tendue, c'est la politique de la terre brûlée, et c'est dramatique. Et je le répète, qu'on n'arrive pas à se mettre autour d'une table et discuter, quoi. Enfin, en plus, la Convention prévoit ça. Oui. Le Conseil d'État a refusé de trancher parce que les deux parties
ne se réunissent pas autour d'une table comme il est prévu dans la dite convention. Exactement ce à quoi je veux en dire. Quand les uns et les autres ont mis en avant la décision du Conseil d'État pour dire on a gagné. Non, le Conseil d'État il les a renvoyés dos à dos en disant messieurs, on ne peut pas trancher puisque on peut pas, il faut que vous vous mettiez d'accord sur quelque chose pour qu'on puisse dire si c'est OK ou pas. Donc le Conseil d'État lui-même les a mis dos à dos. Est-ce que selon vous, messieurs, il peut ne pas y avoir de joueurs à Marcoussis dimanche prochain pour préparer ce match contre le Pays de Galles? Il faut attendre mercredi, il faut attendre cette discussion de mercredi. Mais est-ce que c'est l'idéal pour préparer un match? Je me mets à la place des joueurs qui ne savent toujours pas s'ils vont aller en sélection lundi ou s'ils ne vont pas y aller. Enfin, c'est ubuesque, c'est invraisemblable et ça donne une triste image du rugby. Ouais. Et à ce rythme-là, on ne gagnera jamais, je vous le signe tout de suite, on ne gagnera jamais la Coupe du Monde en 2023, c'est pas possible. Et je pense qu'il y aura quand même un compromis qui sera trouvé au dernier moment. Oui, parce que même Bernard Laporte, après son élection, avait évoqué la possibilité, la semaine dernière, de dire on peut prendre certains joueurs peut-être sur 5 matchs en accord avec le sélectionneur, et du coup pour le 6e match, que ces joueurs ne soient pas sélectionnés. Donc il y a des possibilités. Le tout, comme le disait Arnaud, c'est de se mettre autour d'une table. Mais on a l'impression que dans le rugby, c'est quand même très compliqué de trouver un créneau pour se parler, se dire les choses. De trouver les bons interlocuteurs qui pourront dialoguer sans ressentiment, sans haine et en toute paisibilité. C'est peut-être le plus difficile. C'est ce que pointait du doigt. C'est ce que pointait du doigt aussi Thomas Lombard, le directeur général du Stade Français, dans les colonnes de l'équipe de ce lundi, en disant que c'est quand même dommage que les clubs ne soient même pas conviés aux décisions prises par World Rugby, qui a décidé du coup d'élargir cette fenêtre internationale à 6 matchs. Alors si les clubs de top 14... Les décisions de World Rugby, excusez-moi du terme, mais les clubs s'en foutent un peu. Les décisions de World Rugby n'ont aucune validité juridique. Si c'est le Conseil d'État qui doit... Dans le droit français, ça n'a aucune valeur. Donc les clubs... on ne t'a pas à suivre, quoi. Oui. Et si les clubs, du coup, défendent leur beefsteak, entre guillemets, c'est parce que le top 14 va se jouer durant cette fenêtre internationale. Le seul week-end, entre guillemets, sur tous les week-ends qu'on a cités tout à l'heure, sur ces 6 week-ends concernés par ces matchs internationaux, il n'y en a qu'un seul où il n'y a pas de top 14, c'est le week-end des 20 et 22 de novembre. Sinon, tous les autres week-ends, ça joue. Et il y a certains clubs, avec le retard pris sur les premiers matchs, forcément, ils veulent compter sur leurs internationaux pour jouer. On rappelle que l'ASM n'est pas concernée, puisque pour la première fois depuis bien longtemps, aucun Clermontois ne figure dans le groupe de 31 retenu par le staff tricolore. Alors messieurs, parallèlement à cette guéguerre pour la mise à disposition des internationaux, se pose le problème des reports de matchs, où les reports s'accumulent. Il y a encore eu 2 rencontres qui ont été reportées ce week-end, notamment le match UBB-ASM qui devait se disputer ce dimanche soir du côté du stade Chabandelmas. Il y a également eu Castres-Brive qui a été reporté samedi. Ça fait 4 journées de championnat, messieurs, il y a déjà 5 rencontres à caser. Et pour 2 clubs, il y a 2 matchs qui ont été reportés. C'est le cas de Castres et de l'UBB. On rajoute qu'il y en aura forcément un de plus, Toulon Racing, qui sera forcément reporté, non pas pour cause de Covid, mais pour cause de participation. Pour une bonne nouvelle, entre guillemets. Oui, enfin, quelque chose pour leur participation en finale de Coupe d'Europe. Ouais. Petite bonne nouvelle quand même, c'est que ces 2 clubs sont en finale de Coupe d'Europe, donc ça va concerner que ces 2 clubs et pas... Et qui jouent ensemble, et qui jouent l'un contre l'autre. C'est la petite bonne nouvelle. Est-ce que le championnat, la question est simple aujourd'hui, est-ce que le championnat à ce rythme-là va pouvoir aller à son terme? Là comme ça me semble pas possible. À ce rythme-là, ça paraît très compliqué. Oui. Si on tourne à raison de 1 match et demi ou 2 matchs par journée remis, non, ça va y avoir un embouteillage à un moment ou à un autre. Parce qu'on rappelle, le seul week-end, on l'a dit, de libre d'ici la fin de l'année civile, donc c'est ce week-end des 21 et 22 novembre. Ensuite, il y aura des week-ends à la fin du tournoi destination, où des doublons pourront être rajoutés. Mais ça pourrait ne pas suffire. Se pose la question des matchs en semaine, mais on sait qu'en rugby c'est compliqué, puisqu'il y a un temps de récupération quand même qui s'impose aux joueurs. S'il y a des matchs en semaine, les entraîneurs vont faire jouer 2 groupes différents. Je vois pas comment des joueurs peuvent enchaîner 2 matchs, même 3 matchs en 8 jours. Hein, puisque 3 matchs en 8 jours, comme on voit dans le football de temps en temps, en Ligue 2 ou des choses comme ça, c'est impossible. Alors Franck Azema, qui fait partie de la commission ad hoc à la Ligue nationale de rugby, justement, qui planche sur cette
reprogrammation des matchs et pour trouver des solutions face à ces reports qui s'enchaînent, disait que ces matchs en semaine font partie, cette option fait partie des possibilités, et lui parlait d'un match en semaine par mois pour pas accumuler et pour pas alourdir davantage le calendrier. Voilà, après rien n'est décidé encore aujourd'hui. Il y a une autre possibilité, c'est fait partie des options qui avaient été évoquées dès le début de la saison par différents coachs, ce sont les forfaits. Une équipe qui ne peut pas jouer, forfait. Se pose avec cette option-là l'équité. L'équité sportive, là, évidemment c'est une solution de facilité, mais en matière d'éthique sportive, ça se pose là, quoi. On ne voit pas très franchement, mais le club qui va descendre... Imaginons qu'un club descende parce qu'il a fait 3 forfaits en raison du Covid, c'est limite, quoi. Ça paraît bancal quand même. Franck Azema évoquait aussi, pour y avoir, sûrement que ça avait été posé sur la table lors de cette commission, la possibilité de faire des calculs de péréquation en fin de saison si jamais tous les matchs n'avaient pas pu se disputer, c'est-à-dire faire une moyenne sur les matchs joués à domicile ou à l'extérieur pour établir un éventuel classement final. Il y a une solution qui serait envisageable aussi, c'est d'assouplir les règles Covid, comme on en parlait tout à l'heure Didier, c'est ce qui s'est passé dans le football. En football, oui, ils avaient commencé avec des règles plus drastique qu'en football, qu'en rugby, pardon, avec 4 joueurs testés, ça impliquait le report du match. Et ils se sont vite rendus compte, sous l'influence, sous la pression aussi des diffuseurs, il faut le reconnaître, il faut le dire, et notamment de Canal+, à l'époque, que c'était pas jouable. Et donc ils ont instauré une nouvelle règle, de savoir donné une liste de 30 joueurs, et sur ces 30 joueurs, il faut qu'il y en ait 20 qui puissent être alignés, dont un gardien, sur une feuille de match. Voilà. Je pense que dans le rugby, c'est tout à fait faisable parce que c'est quand même des effectifs, des effectifs de 50 groupes, de 50 joueurs dans le groupe. Donc actuellement, c'est 3 joueurs testés positifs dans la semaine avant le match. Le match est reporté. Je pense qu'il y a matière d'assouplir un peu cette règle. Et pour que les matchs puissent se jouer, parce que même faire des matchs en semaine, je vois pas, ça me semble très difficile. Encore une fois, on peut penser que les effectifs, les clubs qui ont les budgets les plus importants seront peut-être avantagés parce qu'ils disposent d'effectifs plus pléthoriques entre guillemets. Il se pose encore le problème d'équité sportive. Voilà, d'équité sportive avec cette option. On le voit, en tout cas, l'image, c'est ce qu'on a dit en ouverture de ce débat, mais l'image renvoyée, on a l'impression aujourd'hui qu'on parle plus des problèmes extrasportifs que du terrain véritablement. On a l'impression aussi que quelles que soient les instances, tout le monde navigue un petit peu à vue et qu'il n'y a pas de recul et il n'y a pas de prise d'initiative en amont comme ça aurait dû le faire, comme la saison dernière aurait dû peut-être servir de base. On en est déjà mi-octobre et on n'a pas envisagé encore au niveau des dirigeants une fin de saison qui serait coupée avant son terme. Il faut l'envisager, ça. Il ne faut pas attendre que les championnats se terminent d'une manière ou d'une autre pour dire comment on fera si on ne peut pas faire jouer tous les matchs. Il faut établir des règlements et pas tout de suite. Alors, on n'est pas au bout de nos surprises dans ce dossier des matchs reportés. Merci messieurs pour ce débat. En tout cas, c'est Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM et du top 14. On va passer au top et au flop. Maintenant, on va commencer par les tops. Avec toi, Arnaud. Alors, mon top, c'est l'US Issoire qui a gagné son 2e match de la saison à domicile. Bon, on n'a pas vu une orgie de rugby, c'était un match à l'ancienne. Issoire a gagné 6-3 contre Château-Renard. Un score à l'ancienne, effectivement. Un score à l'ancienne, ouais. Score de tennis aussi, le jour de la finale de Roland-Garros. Bref, c'est un match que Issoire aurait perdu l'an dernier et c'est là qu'on constate que ce groupe a vraiment mûri, a vraiment progressé. Dans l'engagement notamment, ils ont été présents de la première à la 80e minute. L'an dernier, ils baissaient un peu de pied, ils faisaient un peu un complexe d'infériorité et là on sent qu'ils regardent vraiment tout le monde dans les yeux. Et c'est de bon augure pour l'objectif du maintien, même si on l'a appris dimanche, il y a 2 équipes qui descendront en fin de saison, alors que c'était pas le cas. C'était pas ce qui était prévu. C'était pas ce qui était prévu en début de saison, mais bon, deux équipes seront reléguées en fin de saison. Mais bon, Issoire a vraiment franchi ce petit cap qui va lui permettre de mieux exister que par rapport à la saison précédente.
Didier. Et mon top, moi, ça sera pour donner un coup de chapeau aux joueuses de l'AS Romagna qui n'ont pas hésité à dire tout haut ce qu'elles subissaient presque au quotidien en termes de sarcasme, en termes de sexisme, en termes d'homophobie sur les terrains, mais aussi via les réseaux sociaux. C'est courageux de leur part, c'est courageux d'exposer sur la place publique tout ce qu'elles subissent. Et en espérant que, mais il ne faut peut-être pas trop se faire d'illusions, que ça fasse un petit peu avancer les choses. Oui. Oui, si on rappelle, c'est un dossier que vous avez couvert. Arnaud, dans les colonnes de La Montagne de ce lundi, à retrouver également sur lamontagne.fr et sportverne.fr, des témoignages très forts qui font froid dans le dos quand même. Des témoignages, des témoignages très forts. Et là où elles ont été courageuses, c'est que avec toutes les joueuses avec qui j'ai pu évoquer le sujet, il n'y en a aucune qui m'a dit non, j'ai pas envie que tu mettes mon nom. Non, elles ont été cash, elles ont été sans crainte de représailles et j'ai envie de saluer leur courage et j'espère pour elles que ça va faire bouger un petit peu les lignes. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, effectivement. Les flops, Arnaud. Alors mon flop, vous l'aviez un peu évoqué, c'est que j'ai l'impression plus on fait des podcasts de semaine en semaine et moins on parle de jeu. On parle pas de rugby. Il y a 2 semaines, on faisait une émission sur sur les querelles intestines qui encadraient l'élection du président de la Fédération française de rugby. Là, on est encore sur des querelles intestines. On parle d'économie, on parle d'épidémie de Covid, on parle de matchs reportés, on parle de Joe Jamil. Et on parle très peu de jeux, très peu de terrain, très peu de rugby. Ça devient dommage pour ce beau sport. Didier, ton flop. Le flop, ça sera pour le SU Agen qui commence la saison très péniblement avec 4 défaites en 4 matchs. Le coach commence à se poser des questions, il dit qu'il ne démissionnera pas, mais que si le président lui dit qu'il n'est plus l'homme de la situation, il se retirerait. Ça commence à sentir pas bon pour Agen. Alors c'est peut-être bon signe pour d'autres clubs qui étaient en concurrence directe pour le maintien. Mais pour Agen, ça commence à sentir le roussi déjà après 4 matchs. Oui. Oui, on rappelle Agen qui a perdu beaucoup de joueurs ces dernières saisons. Ses meilleurs éléments forcément qui sont partis dans des très bons clubs de top 14 et forcément derrière l'effectif est peut-être un peu plus juste. Et on sait l'importance pour les clubs qui se battent pour le maintien de prendre des points sur les premiers matchs de la saison. C'est vrai que pour eux, la saison pourrait être longue. On approche de la fin de cette émission, de ce podcast ici à Montferrand. Avant de se quitter, nous allons jouer. Messieurs, alors on va commencer par un qui suis-je. Mon premier sport. Vous êtes Manu Caillot, je crois. C'est bon, très bon. Avec des applaudissements de la rédaction derrière vous, Arnaud. Donc mon premier sport a été le football avant de basculer vers le rugby. J'ai été champion de France Espoir en 2014. J'ai fait mes débuts professionnels avec le Biarritz Olympique. Après 4 saisons au Pays Basque, j'ai rejoint Jean-Pascal Barac. Non, j'ai rejoint le Stade Français en 2018, où je joue encore aujourd'hui. Et je suis passé par le centre de formation de l'ASM. Je donne la langue au chat. Oui, pareil. Moi, je joue à l'arrière. Et j'étais titulaire l'an dernier. Oui, il est sorti rapidement sur une cravate. Hamdaoui, oui, c'est ça. Hamdaoui. Un demi-point pour toi, Arnaud. Quart de point même. Quart de point. Dans quel club Thomas Lombard, l'actuel directeur général du Stade Français, a-t-il terminé sa carrière? C'était en Angleterre? Non. Non. En France. Le Stade Français? Non. Agen. Non. Biarritz? Non. On n'était pas très loin tout à l'heure. Bayonne? Non, quand tu as dit le Stade Français, c'est pas très loin. Le Racing? Le Racing. Le Racing où il avait commencé avant de rejoindre le Stade Français de 97 à 2004, puis Worcester en Angleterre de 2004 à 2007 avant donc de rejoindre le Racing, dernière saison 2007-2008. Combien le Stade Français, alors on parle du Stade Français parce que c'est le prochain adversaire de l'ASM dimanche soir au Michelin, combien, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, on va croiser les doigts, combien le Stade Français compte-t-il de titres de champion de France? Au moins 3. Donc plus. 13. Plus. 14. 14, effectivement, 14 titres. Le premier en 1893 et le dernier en 2015, victoire en finale face à l'ASM. Combien de fois le Stade Français s'est-il imposé au Stade Michelin en top 14 depuis l'instauration du top 14 justement?
Instauration du top 14, saison 2005-2006, on rappelle. Je dirais 0 fois. Bonne réponse. Aucune victoire. Il y a eu un nul lors de la saison 2009-2010, 19 partout, et pour le reste, c'est 14 victoires pour l'ASM. Allez, on va terminer avec les enchères. La saison dernière, donc, le Stade français s'est incliné 29-19 sur la pelouse du Michelin après avoir mené 13-0 au bout de 20 minutes. Combien de joueurs du Stade français ayant participé à la rencontre pouvez-vous me citer, messieurs? Oh la vache. Allez, 2, je commence à 2. Je vais m'arrêter là, modestement. Arnaud? Hamdaoui Makalou. Hamdaoui était là, Makalou n'était pas là. Ah, il était blessé. Il était blessé. Joris Second. Tout à fait, qui était entré en jeu en deuxième mi-temps. Après, on peut citer Naya Salevou, Danti, Etienne, Sanchez, Hall, Daguin, Godener, Gray, Maestri, Gabriag, Alouamid. Voilà. Il était blessé. Merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver les podcasts ici Montferrand sur notre page YouTube ainsi que sur les différentes plateformes de podcast. Merci de votre participation. Merci à Julien Velay et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Au revoir.